Et puis, il y a le prêt-bail qui joue un rôle important dans nos dessins militaires. C'est notre contribution à de vaillants alliés. La Grande-Bretagne, la Chine, la Russie ravitaillée via l'Iran. 6500 avions américains font partie de l'aviation russe. Quelques coups de pinceau et l'étoile blanche devient rouge. Finalement, une bonne part de notre production est toujours en mouvement vers le front. Le contrôle de ce flot de marchandises s'appelle en termes de logistique la distribution. Si nous voulons que les armes soient au bon endroit et au moment opportun, le mécanisme de la distribution doit fonctionner à plein rendement, même sous le feu de l'ennemi. La bataille n'arrête jamais. Nous perdons encore des navires et leurs précieuses cargaisons. Mais sur toutes les mers, la marine est en train de gagner cette guerre de logistique. Dans le Pacifique, il n'y a aucune source de ravitaillement. Il y a peu de ports. Les approvisionnements doivent donc être débarqués sur les grèves. Les hommes doivent vaincre la jungle, la chaleur, la pluie et la malaria. Afin d'approvisionner nos dépôts, ils doivent défendre les têtes de pont et progresser pendant que les ingénieurs, derrière les lignes, construisent les ports, les routes, les bases, qui sont les tremplins nécessaires à une grande offensive. Devant ces problèmes de ravitaillement, l'armée se sert souvent de l'aviation. Mais, en dépit d'exploits héroïques, une grande offensive ne peut être soutenue par le ravitaillement aérien seul. En Chine, un avion qui transporte 4 tonnes d'essence en consomme lui-même 3 tonnes et demie, soit 20 000 coupons de rationnement par voyage. Si nous voulons transporter 100 000 tonnes de cargo par mois de San Francisco en Australie, il faut 44 navires, un équipage de 3200 hommes et 165 000 barils de pétrole. Par la voie des airs, cette tâche nécessiterait 10 000 quadrimoteurs et 120 000 hommes d'équipage. Cette armada consommerait 9 millions de barils d'essence fournis en route par 85 pétroliers, soit 41 ans de plus qu'il ne faudrait transport du même cargo par voie maritime. Le ravitaillement par air doit être intimement lié aux autres formes de transport. Il n'y a pas de substitut adéquat au travail concerté des navires, des chemins de fer et des camions. Le principal devoir de l'aviation est de se battre. La supériorité aérienne est nécessaire à toutes les opérations. Au point de vue tactique, l'aviation appuie l'infanterie.
vue stratégique, l'aviation combat à l'intérieur du pays ennemi d'après un plan à longue portée. Cette forme de guerre aérienne vise le cœur de l'ennemi, rase ses mines morales. Stationné en Angleterre, le 8e corps d'aviation bombarde systématiquement l'Allemagne. Mais il n'y aura jamais assez d'obus et de bombes pour écraser toute une nation fortement industrialisée. Cependant, nous pouvons ralentir la production allemande. Nous avons attaqué les avionneries de Regensberg, Marienberg, Bremen, Werner Neustadt et une douzaine d'autres. Nous avons attaqué les puits de pétrole à Pleusti. Nous avons également attaqué des usines éminemment stratégiques, comme celle de Schweinfurt, où l'on fabriquait les roulements à billes. Nous y avons perdu 60 bombardiers lourds, mais nos ennemis ont perdu la moitié d'une industrie, et cela pour des mois. Mais on répare les usines bombardées. Il nous faut donc les attaquer encore. Nos alliés et nous avons déjà laissé tomber sur l'Europe nazie plus d'1 million de tonnes de bombes. Il nous en faut des millions d'autres et des billions de balles et des milliers d'avions. Ce bombardement stratégique exige un effort croissant et constant, non seulement contre les industries, mais aussi contre les défenses. L'aile de défense est toujours plus farouchement. Les batteries anti-aériennes lancent une pluie d'acier qui manifeste une énergie de plus en plus grande. Les navires de DCA signalent l'approche de l'ennemi. Et par un système très élaboré de communication et de détection, les chasseurs sont immédiatement concentrés au point dangereux. Nos mitrailleurs ont à faire face à une violente opposition. Une forteresse est atteinte. Un autre de nos avions ne rentrera pas à sa base. La banlieue de Berlin est un cimetière de bombardiers américains. Il faut remplacer ces appareils. Mais on ne pourra jamais remplacer ces hommes. Pour attaquer le Japon, le problème est bien différent. Nos bases les plus rapprochées du Japon sont très éloignées de l'Amérique et à une grande distance du Japon même. De San Francisco à Attu, la distance est de 3500 milles. La Nouvelle-Guinée est 2 fois plus éloignée. La Chine est encore 2 plus loin. Par cette route, nous entrons aux Indes et remontons jusqu'à la Chine par la voie des airs. Et nous sommes encore loin de notre objectif. Nul autre théâtre de guerre n'offre, au point de vue de distance, autant de problèmes stratégiques. Aux Aléoutiennes, la nature du sol limite la grandeur et le nombre de nos aéroports. Les opérations sont restreintes par de mauvaises conditions atmosphériques.
Des avions construits pour de grands raids ne peuvent effectuer que de petites sorties. De ces îles, battues par les tempêtes, nos pilotes ont dû s'envoler à destination d'Attu et de Kiska. Mais d'ici, tout bombardement contre le Japon même est impossible. En Nouvelle-Guinée, la jungle interdit tout transport, sauf par la voie des airs. Pour construire un aéroport, il faut d'abord déblayer une piste d'envol. Puis un avion y atterrit avec un équipement léger, bientôt suivi de l'équipement lourd. Et finalement, le ravitaillement arrive et les troupes sont prêtes à entrer en action. À mesure que nos lignes avancent, une nouvelle base est édifiée par les mêmes méthodes ardues. L'ancienne base est souvent abandonnée. Au cours d'avances laborieuses, nous capturons de plus grandes bases. Et alors seulement pouvons-nous déclencher un raid aussi violent que celui-ci. Objectif, Wewak. Au cours de ce raid, 120 machines ont été détruites au sol. Quelques héros ont pu prendre leur vol. Ils auraient aussi bien fait de rester au sol. Mais ces grandes bases ne sont que des marchepieds dans notre avance. Ces bases ne nous permettent pas de bombarder le Japon. Nos bases les plus rapprochées du Japon sont en Chine. Mais la Chine n'a pas les usines, le matériel ou les ouvriers spécialisés nécessaires à la production et à l'entretien des avions et à la construction des bases. Les ingénieurs, l'équipement et le ravitaillement doivent venir d'Amérique, soit 13 000 milles par voie maritime jusqu'à Calcutta. De là, la route conduit aux Indes orientales à travers 500 milles d'une contrée primitive. Aucune route moderne. Peu de voies ferrées. Un pays ravagé par la malaria. Pour la dernière étape de ce voyage, tout prend la route des airs à travers les passes dangereuses des Himalayas à 17 000 pieds d'altitude. La voie aérienne la plus dangereuse au monde.